Merci à David Nana et à Nadine Zongo qui nous ont respectivement cédé l'antenne à la radio et à la télévision pour cette nouvelle convocation. Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous sommes également accessibles en un clic sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs les juges. Juge Vaha, Bernard Bougma. Président Ouedraogo, bonjour. Juge Vaha, bonjour. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour, Juge Bougma, bonjour, Président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Enquête administrative sur le drame d'Inata, le rapport entre les mains du chef de l'État, comme annoncé par le président du Faso lors de son adresse à la nation. L'enquête administrative pour faire la lumière sur l'attaque du 14 novembre à Inata dans le Soum a été bouclée. Le rapport a été officiellement remis au chef de l'État hier dans la soirée. Le regard des juges sur cette actualité dans cette première partie de la convocation. En deuxième partie, nous allons également jeter un regard sur la promotion des jeunes officiers de gendarmerie à des postes de responsabilité. Une cure de jouvence longtemps réclamée par une certaine opinion est devenue aujourd'hui réalité. Analyse et décryptage des juges après la première fenêtre, les avant-propos. Juge Bougma, vous avez la parole pour vos avant-propos. Alors, mon premier avant-propos va concerner ce 1er décembre. C'est la journée consacrée à la lutte contre le VIH-Sida. L'on se rappelle qu'au temps fort de la lutte contre le VIH-Sida, le 1er décembre, c'était des grandes manifestations, des grands événements à travers le Burkina Faso, des crosses, comme on appelle ça, des crosses populaires, des journées de sensibilisation, des scènes de dépistage gratuits, des conférences qui sont données. Et c'était en son temps l'épouse de l'ex-chef de l'État, Chantal Compaoré, qui présidait presque toutes ces manifestations-là, parce que la lutte contre le sida était envoyée au plus haut niveau et rattachée d'ailleurs à la présidence. Donc le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST, le secrétariat est rattaché directement à la présidence du Faso. Donc c'est une activité grandeur nature. Alors le temps a évolué, on est passé à la lutte contre d'autres pathologies comme le cancer, comme aujourd'hui c'est le coronavirus, et un 1er décembre sans manifestation d'envergure contre le VIH-Sida. Les choses ont vraiment bougé, les lignes ont vraiment bougé. Donc, il y a effectivement que, compte tenu également du contexte actuel et concernant par rapport aux mesures que le chef de l'État a prises, on n'aura pas, ne serait-ce que une commémoration, même si ce n'est pas dans les proportions qu'on avait les années antérieures, on ne les aura pas. Naturellement, il y aura des trucs symboliques, mais pas, comme on appelle ça, grandeur nature. Parce qu'en plus de nouvelles maladies à gérer, il y a aussi une situation sécuritaire au Burkina Faso qui est précaire et qui fait que la situation, elle est ainsi. Donc, ce que je peux dire pour terminer cet avant-propos concernant cette journée du 1er décembre, c'est souhaiter beaucoup de courage à toutes ces personnes qui portent toujours cette maladie dans leur chair, à leurs proches, mais aussi à toutes ces personnes qui se sont engagées dans la lutte contre ce fléau. Donc c'est ce que j'avais déjà comme premier avant-propos. Le second avant-propos, c'est s'augmentera pas. Le prix du pain, est-ce que ça va être augmenté ou pas? La fédération des boulangers dit qu'elle a un problème avec un de ses membres qui fait une concurrence déloyale et en même temps, elle pointe du doigt l'augmentation du prix de la farine qui est, quand on fait les calculs, ça fait 20% d'augmentation. Mais ce qui est envisagé pour l'augmentation du prix du pain, ça fait 33%. Il y a quand même une disproportion dans l'augmentation. Donc là, c'est 20%. Ici, vous augmentez de 33%. Déjà, il y a un problème qui se pose à ce niveau-là. L'autre aspect, c'est quand on a vu le communiqué du ministère qui rassure. Mais bon, le communiqué, j'ai lu, ne donne pas toutes les garanties qu'au cas où il y a un passage en force, voilà. Donc, la dernière augmentation, c'était ça. On était dans le ping-pong, ça va être augmenté. Le ministère du Commerce dit ça va se faire, ça ne va pas se faire. Et paf, ça a été augmenté. On a été obligé de faire avec.
Il y avait un communiqué, si je me rappelle bien, qui était sorti pour dire que ça reste inchangé. Mais vous arrivez, on dit, bon, vous voulez payer à 125, nous vendons 150. C'était à prendre ou à laisser. On est rentré dans les 150. La masse du pain, c'est pas sûr qu'elle respecte ce que la loi a prévu. Quel boulanger a été saisi par la loi, sanctionné, ou peut-être que ça a été fait, mais en sourdine, on ne l'a pas. Donc, jusqu'à présent, ce que le consommateur attend, c'est est-ce que ça va être augmenté ou pas. Donc, la fédération dit c'est après moult discussions avec les services des impôts et avec le ministère du Commerce. Tout porte à croire que c'est parce qu'ils ne se sont pas entendus que la fédération a opéré pour nous informer qu'à partir de la mi-décembre, ça va être augmenté. Et donc, c'est mieux que les discussions soient reprises pour que les uns et les autres puissent s'accorder, parce que le consommateur final attend, c'est à quel prix il va payer le pain. Maintenant, est-ce que, parce qu'il pointe du doigt également l'augmentation du coût de la farine, est-ce que conséquemment il y aura une légère augmentation du prix du pain, même si ce n'est pas dans les proportions que la fédération a données? Ça aussi, c'est très important également de le savoir, parce que c'est le nœud gordien aussi, il est à ce niveau, parce que la matière première a été augmentée et de 20%. Merci à Juge Bouma. Juge Va, vous avez la parole. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner notre date d'aujourd'hui et la fameuse décision d'ouverture des frontières. Ça a été appelé de tous les vœux par nombre de composantes de notre des Burkinabés que nous sommes en matière de société. On a vu la société civile et tout qui était sortie, certains chercheurs pour parler aussi de l'impact de la fermeture sur les activités économiques et bien d'autres. Et aujourd'hui, c'est la réouverture des frontières. On va constater aussi ce que ça donne parce que pendant longtemps, rappelons-nous aussi qu'il y a eu le débat de ce que certains pays, eux, n'étaient pas trop enclins. Par exemple, la Côte d'Ivoire. On a vu, par exemple, le TAC 9, celui de juin, c'était juin dernier. On pensait que ça allait consacrer la réouverture des frontières entre les deux pays, mais ça a été ramené au calendrier grec. On sentait que sur ce point-là, il y avait des non-évolutions. On était dans un point d'achoppement. Et aujourd'hui, il y a la décision qui est prise. Je me dis, est-ce que ça veut dire que, ouvert chez nous, bon, les gens pourront voyager comme ils veulent sur ces axes-là? Bon, on verra. Mais dans tous les cas, je pense que le Burkina s'est assumé parce que ça devenait un peu trop pesant pour nos populations. Et puis, chacun trouvait les moyens de pouvoir regagner les autres capitales comme il pouvait. Et ce sont des économies qui en pâtissent. Et ce sont des créneaux contournés très dangereux et qui ont commencé à avoir droit. Et je crois que ça n'est qu'une bonne décision, cette ouverture des frontières. Et puis nous aussi, on va constater petit à petit comment vraiment le caractère intégration et le caractère libre circulation des biens et des personnes qui est consacré dans l'espace commun auquel on appartient. Comment est-ce que ce sont des valeurs qui sont partagées au premier plan par les différents pays qui sont membres de notre CEDEAO ou des espaces communs que nous avons. Et je pense que c'est là qu'on le verra. Merci, monsieur le juge, pour ces entrées en matière. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané du lundi au vendredi sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Menée par l'inspection générale des forces armées nationales, l'enquête sur Inata a été bouclée et le rapport remis au chef de l'État, c'était dans l'après-midi de ce 30 novembre au palais de Kossiam. Alors, juge Bouma, on peut dire que c'est un premier engagement du chef de l'État qui a été tenu puisque cela a été annoncé dans le discours du 25 novembre dernier. Oui, tenu de respecter. D'ailleurs, il avait dit que le rapport est incessamment attendu jusqu'à ce que quand il est sorti, dans la nuit du jeudi à vendredi, il annonce une date mardi. C'était concret et les uns et les autres s'attendaient à ce que cela soit effectif ou pas. Effectivement, ça l'a été. Si les autres attaques emblématiques que notre pays a connues avaient connu le même traitement, peut-être qu'on n'en serait pas là. Des rapports ont été produits. C'est vrai que le contenu ne sont pas rendus publics, mais il y a des recommandations qui avaient été faites, mais qui n'ont pas été prises en compte à un moment donné. Donc, de ceux qui ont commandité le rapport, ceux qui ont travaillé sur l'après-attaque, ils livrent, mais après, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas considérées jusqu'à la prochaine attaque. Moi, personnellement, je pense que il est historique. Historique dans ce sens que, comme je l'ai dit,
depuis 1987 jusqu'à maintenant, on n'en voit pratiquement pas grandeur nature. Situer clairement les responsabilités au vu et au su de tous, parce que quand c'est frappé, tout le monde entend ce qui a été fait en termes de dégâts et parfois par preuve matérielle sur les images qui circulent par rapport à ce qui a été effectivement donné de voir comme attaque. Donc, ça dit que c'est un premier pas qui mérite d'être conforté. C'est un premier pas, mais en même temps qui permettra de situer les responsabilités. C'est sûr que les lignes vont bouger et d'éventuelles brebis galeuses vont réfléchir par deux fois avant de poser certains actes, soit de façon laxiste, soit de façon, je ne sais pas moi, complice. Mais en tout cas, je pense que ça donne à réfléchir. Et c'est déjà bien que ce premier pas soit franchi. Il reste maintenant à savoir ce que le chef suprême des armées lui-même va en faire comme utilisation. D'accord. Alors, on l'a rappelé, l'enquête a été menée par l'Inspection générale des forces armées nationales. C'est une entité de l'armée qui doit faire la lumière sur ce qui s'est passé à Inata. On connaît un peu la solidarité de corps qui existe entre l'armée, sans douter de la probité de ceux qui ont mené cette enquête-là. Il y a beaucoup, en tout cas, qui estiment qu'on aurait dû peut-être avoir une enquête indépendante pour s'assurer que le rapport va vraiment s'étaler sur tout ce qu'on a eu et faire la lumière jusqu'au bout. Mais n'oublions pas aussi que ce qui avait été lancé comme enquête, c'est un terme bien clair, enquête administrative. Ça aussi, pour certains, ça dénote aussi qu'on pourrait avoir des limites dans l'enquête. Maintenant, si c'est des enquêtes administratives, c'est normal que ce soit piloté par cette administration elle-même et tout. Maintenant, quand vous regardez, au fond, pour moi, il y a des symboles. Hein. Il y a eu la suspension de ceux qu'on pourrait dire être peut-être administrativement ou de façon morale déjà responsables. Je ne parle pas de coupables. Et puis, il y a le travail qui s'est fait et tout, peut-être pour voir dans la chaîne qu'est-ce qui n'a pas manqué et tout, faire un rapport. Et le président qui dit qu'il va le lier maintenant et puis il va donner bonne suite. On se rappelle qu'il avait pris l'engagement ferme que personne dans la chaîne ne va échapper s'il y a une responsabilité. Je crois que c'est là où il est attendu. Mais j'ai dit aussi, il y a un autre aspect, c'est la question de la célérité. Bon, je prends un autre exemple. Sur la question de la vaste opération main propre qui sera lancée, il a dit à partir de cette semaine et tout. Il s'est basé sur quoi? Il a dit avec la SELC. La SELC, on connaît ses rapports. On connaît le travail très intéressant qui est fait. Maintenant, le problème, c'est la suite qu'on donne au rapport. C'est la suite qu'on donne à ces travaux-là qui permettent de finir, d'aller chercher loin les incohérences, les écarts, comment dire cela, ce qui se cache derrière une certaine malgouvernance. Et lorsque c'est mis à nu, il faut qu'il y ait une suite. Et ça ne doit pas se perdre dans des méandres de non-volonté ou de volonté même de cacher des choses ou bien tout simplement d'ignorer. On a un rapport maintenant. Il dit qu'il va le lire et puis tirer les conséquences. Il ne faudrait pas qu'il lise trop longtemps. Ça, il faudrait qu'on soit clair. Parce que quand les Burkinabés ont écouté le message du président et qu'il a dit mardi, je vous dis que dans la tête de beaucoup, mardi, on va commencer à avoir de grandes... je veux dire une grande tendance. Parce que l'affaire est suffisamment grave pour qu'on laisse traîner longtemps. C'est tout mon souhait. C'est que ça ne prenne pas du temps. Que la lecture, là, ne prenne pas de temps. Ne prenne pas trop de temps. Et que les conséquences qui doivent être tirées, là, qu'on n'attende pas trop longtemps pour l'avoir. Bon, je dis, tout à l'heure, vous disiez quelque chose qui est intéressant. À partir du moment, c'est encore ces mêmes forces-là qui vont regarder à la loupe ce qui s'est fait, ce qui devrait se faire, ce qui n'a pas été fait. Et puis vous parliez de solidarité. Vous savez, dans le mal, il n'y a pas de solidarité, il y a de la complicité. Il ne faudrait pas que les gens se leurrent. Dans ce cas de figure-là, être solidaire, c'est ce que la personne penserait de personnes qui se seraient rendues coupables de ce genre de choses. Non, la personne elle-même tire une balle dans le pied de notre armée. Cette personne-là démoralise nos troupes. Cette personne-là fait le travail de l'adversaire. Cette personne-là sert l'adversaire. La personne n'est plus avec nous, elle est parmi nous.
en fait, elle vient d'ailleurs, au regard de ses motivations. Il n'y a pas de solidarité à avoir avec ce genre de monsieur. C'est que de la complicité si vous vous amusez à avoir quelques compassions ou à avoir une quelconque volonté de vouloir cacher certaines choses ou tenir de l'ombre sur certains agissements. Sinon, ça va vous rattraper parce que c'est vos hommes demain qui vont aller encore et puis les mêmes personnes auront le même comportement. Ce n'est plus de l'indélicatesse, c'est encore pire. Donc, je crois que ces brebis galeuses-là, il faut les extirper, il faut fixer les responsabilités. On entendait le ministre de la Défense dire il n'y avait pas longtemps qu'il y a un problème aussi, il y a beaucoup de complicité. La complicité là, on ne sait pas jusqu'où cela va. Il y en a qui pourraient le faire par conviction ou d'autres par simple appât du gain facile, espèce tournante et trébuchante, petits avantages. Et puis, on fait de petites choses, on se dit, bon, écoute, ça, c'est pas grave, ça, est-ce que ça va servir à quoi? Mais alors que vous êtes en train de fragiliser un dispositif, c'est des choses qui sont graves. Et sur la question de Inata, affamer des gens comme ça, qui envoient une première note, qui envoient une deuxième note, et qui se retrouvent cueillis, comme on l'a vu récemment, je pense que ça mérite qu'on fixe des responsabilités très vite. Je pense que le président du Faso a vu comment ça s'est passé à l'enterrement. Il sait comment ça s'est passé à l'enterrement. Il sait comment les familles... On sait, la plupart du temps, quand vous perdez un proche au front ou tout, ça fait très mal. Mais ce qui s'est passé la dernière fois à l'enterrement, c'est que les gens tenaient pour responsable la machine et l'autorité. Et ça, pour l'une des rares fois, ils ne sont pas passés par 4 chemins. Et je pense que les uns et les autres ont compris. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas allés au lieu d'inhumation, ils sont allés à la levée de corps, ils ne sont pas allés là-bas. Donc, c'est vrai, il y a le respect de certaines douleurs. Mais au-delà de cela, il y a la leçon à tirer dans ce qui s'est passé. Et dans cette leçon-là, il ne faut pas prendre du temps pour que les brebis galeuses-là soient sorties et qu'elles payent pour ce qu'elles ont eu à faire parce que c'est trop grave. Et je répète pour terminer, Monsieur le Président disait, mais ne prenez pas trop de temps. D'accord. Alors, vous l'avez dit, ce qui s'est passé à Inata est suffisamment grave. Le chef de l'État l'a rappelé. C'est d'ailleurs ce qui a suscité, je dirais, cette enquête administrative-là. Il y a aussi cet aspect pédagogique qui est recherché à travers ce qui va ressortir de cette enquête. Et dans cette logique, il y a beaucoup qui estiment que ce rapport-là devrait en principe être public pour permettre justement aux Burkinabés d'en savoir davantage, pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on tente de cacher quelque chose. Oui et non. Nous avons... on est habitué à tout rendre public. Même le document confidentiel de haute portée, on les rend publics, pensant qu'effectivement on fait bien, alors que parfois on fragilise un État, on fragilise une institution. De ce point de vue, les Burkinabés se disent que comme la démocratie rime avec transparence, il faut tout rendre public. Maintenant, un État qui n'a pas aussi un mystère n'en est pas un. Un pouvoir qui n'a pas de mystère ou de mythe autour n'en est pas un. Les théoriciens du domaine ne diront pas le contraire. La gestion de la maladie à coronavirus en France a été classée comme secret défense. Maladie. La gestion a été classée comme secret défense il n'y a pas longtemps. Je l'avais prévu en avant-propos, j'ai oublié, le temps est passé, je ne suis pas revenu là-dessus. Secret défense, point. On ne parle pas. Touche pas à ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la gestion de cette pandémie, qui n'a pas encore d'ailleurs dit son dernier mot, avec tout ce qu'on a comme rebondissement, variante ceci, variante cela, des reconfinements qui ont repris, des couvre-feux qui ont été réinstaurés dans certaines zones dans certaines localités de notre planète, on classe ça comme secret. À un moment donné, les archives vont parler par rapport à ce qui a été donné de voir comme gestion. Mais en attendant, il n'y a rien à cirer. Pourquoi? Mais leur population ont une compréhension par rapport au niveau d'instruction comparativement au nôtre, c'est le jour et la nuit. Mais dès lors que c'est acté, ils ne sont pas allés chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a et tout. Mais ce rapport-là, nous allons le retrouver sur la place publique parce que quelqu'un, également, on va le faire sortir. Et en même temps,
ça fragilise ou parce que ça donne à l'ennemi de savoir où peuvent être nos forces et nos faiblesses. Et pour nous, c'est une garantie de transparence, alors que nous sommes dans une situation de guerre. Il y a eu plusieurs rapports qui ont été produits après les attaques. Presque après chaque attaque d'envergure, il y a un rapport qui est produit. Mais comme il n'est pas... Les natures des rapports sont différentes. Celui-là, il est administratif. Donc c'est facile, par exemple, de regarder sur les chaînes de l'administration qu'est-ce qui n'a pas marché, qui n'a pas fait son boulot, qui devait faire quoi. Ça, c'est plus facile. Mais les autres rapports, on ne peut pas les rendre publics. Sinon, après les attaques d'envergure, je ne veux pas citer d'attaques, j'ai feuilleté certains rapports. Je n'ai même pas pu avoir une copie. J'ai feuilleté, j'ai vu le contenu, mais je n'ai pas pu avoir la copie. La personne dit, je ne peux pas vous laisser la copie. Parce que je ne sais pas quel usage vous en ferez. Et moi, je suis tenu dans le cadre de mon service, de ne pas donner ça à quelqu'un, donc je ne donne pas. On s'est compris. Et puis, chacun a pris son chemin. Mais j'ai eu l'idée du contenu qu'il y a dedans, je ne peux pas aussi partager ça sur un plateau. Parce que ce qui ressort, c'est des faiblesses et des forces. Maintenant, de quelle nature, de force et faiblesse, ça c'est un autre niveau de débat. Mais par rapport à ce rapport, étant donné qu'il est administratif et qu'il n'implique pas peut-être comment est-ce que l'attaque a eu lieu, parce que le rapport de l'attaque en lui-même, il est différent du rapport d'enquête sur le plan administratif. Parce que là, c'est pour identifier qui est responsable de quoi sur le plan administratif et tout. Ça permettra certainement peut-être de corriger les éventuels blocages qu'on pourrait avoir dans d'autres détachements ou dans d'autres garnisons. C'est en ce moment que c'est effectivement instructif. Mais il peut y avoir aussi le rapport de l'attaque en lui-même. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que le problème d'armement est vrai ou ce n'est pas vrai? Parce qu'après, on a vu également sur les réseaux sociaux un arsenal livré, montré, et l'information qui est donnée, c'est que c'est un butin de guerre récupéré à Inata. Et la question que les uns et les autres s'étaient posée, est-ce qu'effectivement il y avait un problème d'armement alors? Donc pas plus tard qu'avant-hier, ce débat a commencé à être posé dans certains cercles. Puisque celui qui a attaqué est parti avec un lot et dit que c'est à Inata qu'il a pris tout ce lot. Maintenant, à côté de ce débat sur l'armement, il y a aussi le débat par rapport au minimum vital. Donc, où des gens demandaient le minimum pour survivre et se disent qu'on se débrouille avec des animaux errants. Donc, là aussi, c'est un autre pan du problème. Maintenant, l'autre pan, c'est qui devait envoyer le renfort et n'a pas fait et pourquoi. C'est un autre. Donc, il y a plusieurs pans qu'il faut régler. Mais ça, c'est lié par exemple à l'attaque, mais aussi sur le plan administratif. Donc, est-ce que le rapport a pris en compte tous ces éléments? Et voilà. Donc, il y a une garantie de transparence, il y a un minimum de niveau, mais la délicatesse de la situation fait que, même quand l'Assemblée nationale, que nous avons choisi comme représentants à travers les urnes, a demandé à auditionner les ministres de la Sécurité et de la Défense, des députés eux-mêmes ont écrit au président de l'Assemblée nationale pour demander un huis clos. Pour tenir compte du caractère sensible. Tenir compte du caractère sensible et de ne pas diffuser sur les médias. Si c'est un huis clos, naturellement, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de diffusion. Du premier niveau, ça n'a pas été pris en compte. Mais à l'entame des débats, le président de l'Assemblée nationale a tenu à être précis. Ce n'est pas un tribunal, ce n'est pas cela, mais faisons attention parce que c'est des questions sensibles. Donc c'est là, ça il faut également là. Maintenant, il y a aussi un rapport qui est tombé où l'onde de choc a bouleversé le Burkina. L'attaque de Inata a bouleversé le Burkina. Et même au sein de la majorité, je me rappelle des propos de Bénomondé qui dit que ce n'est pas l'attaque la plus lourde, mais c'est l'attaque la plus humiliante et la plus honteuse. Inata. Donc je comprends aussi dans l'exigence de la transparence voulue par la démocratie, ceux qui veulent voir clair aussi dans le rapport. Mais compte tenu aussi, je dis bien, de la sensibilité du sujet et qu'il y a un dispositif à préserver parce que nous sommes en temps de guerre, est-ce qu'il n'y a pas à savoir raison garder?
Mais là aussi, il y a un chef suprême des armées qui en fera l'usage qu'il en voudra. Il y a aussi la responsabilité de tous les maillons de la chaîne quant à pouvoir divulguer ou pas le contenu de ce rapport-là. Mais à l'échelle État, il y en a qui prennent des mesures pour protéger des documents de ce genre, sans savoir par rapport à Inata qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui n'y est pas. Et puis bon, voilà. J'ai dit, mais c'est déjà une bonne étape qu'on regarde au-delà du rapport sur l'attaque, mais sur le plan administratif, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et naturellement, Inata marque également une autre étape de la lutte contre le terrorisme au Burkina, parce qu'on se rend compte que même sur le plan administratif, il y a des lignes qui ne bougent pas. Des gens en avaient parlé, mais là, les choses ont été révélées, comme on appelle ça, au vu au sud de tout le monde. Alors, diffuser ou ne pas diffuser le contenu du rapport, Bernard l'a dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais cette exigence de reddition des comptes, pour beaucoup, doit, au-delà d'Inata, rentrer dans les habitudes au niveau du Burkina Faso. Oui, je pense que dans Inata, ce qui a choqué, c'est le caractère affamé des personnes des troupes qui sont au front, parce que dans notre subconscient, il y a des besoins qui sont de l'ordre du primaire. Comment est-ce qu'on peut demander autre chose à quelqu'un qui n'arrive pas à tenir debout? C'est vraiment incompréhensible. Mais dans la dynamique qu'on est en train dans laquelle on est aujourd'hui, je crois que c'est d'abord c'est de leur rendre justice à ces messieurs-là que de dénicher ceux qui ont fait ça, ceux qui ont fait que c'est arrivé. Je crois que ça, c'est très important. Il faudrait que ça soit tenu pour dire. Maintenant, ça ne doit pas s'arrêter là aussi en termes de dynamique. Aujourd'hui, et on a entendu l'opposition le dire de façon très claire avec certaines mêmes parties de la majorité, il faut qu'on regarde clairement dans nos dépenses qui ont, avec l'assentiment de notre Assemblée nationale et par ricochet donc des populations, a pu croître pendant plusieurs années. En quelques années seulement, on est passé à 140% de taux de croissance de ce budget-là, sans qu'il y ait des effets probants sur la qualité du matériel que nos boys ont sur le terrain, et même, on va dire, le matériel en lui-même. Ça, on ne peut pas comprendre. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Beaucoup de choses se disent sur nos capacités aériennes, avec des acquisitions, excusez-moi du terme, bidon. Voilà des informations qui démoralisent et qui emmènent à se poser des questions. Demander aux Burkinabés de faire des efforts, mais tant que dans le système là, ceux qui vont et qui sont à charge de l'achat des armes et tout, tant que c'est des gens qui sont corrompus, nous on est en train de mobiliser pour venir leur donner, ça va servir à quoi? Et je crois aussi que quand le président du Faso va finir avec Inata, parce qu'il faut qu'il y fasse très vite d'ailleurs sur la question de l'enquête administrative, l'audit là c'est un point qui est très important. Autant affamer ces jeunes-là, c'est méchant, autant leur donner du matériel qui ne leur permettent pas de répondre au mieux face à nos forces, ou bien qui mettent leur vie en danger, est plus que méchant. Je crois que ça, il faut qu'on se dise certaines vérités. C'est pour aider dans la nouvelle dynamique dans laquelle on est. Ça a chauffé, nous tous, on a tremblé ici, parce qu'on sait qu'on pouvait basculer dans l'inconnu. Mais c'est de cet inconnu-là que tout le monde a peur. Et c'est pour ça que la critique se veut constructive. Il ne faudrait pas que chacun personnalise ici le débat. Ce n'est pas pour ou contre le pouvoir ou quoi que ce soit. C'est pour que le Burkina continue d'exister et que chacun vienne faire son travail et que chacun, pour ceux qui ont leur poste qu'ils aiment bien, qu'ils continuent de les occuper. Sans qu'on ne tire pas la leçon de façon ferme de ce qui s'est passé récemment et qu'on le voit encore, ça sera difficile. On a entendu ça, moi je rappelle le propos du ministre ici des Transports, Vincent Dabilgou. Il a parlé de toutes les qualités qui sont celles du président du Faso. C'est quelqu'un qui est magnanime, il a le relationnel, il a l'approche humaine, il a tout cela. Et il a dit quelque chose, il est bien avec ses amis, peut-être c'est ça. Non. Je crois que dans l'argumentaire, c'est ça le problème. Il est bon, oui, mais on ne peut pas être trop bon. À un moment donné, il faut de la fermeté aussi. Et avec
parce que moi je lis tout ça, ce qui vient d'être lancé avec la réception de cette enquête parlementaire. On a eu beaucoup d'enquêtes et des rapports qui nous ont été donnés. On n'a pas vu la fermeté qu'il fallait après, malgré les dénonciations qu'il avait à l'intérieur. Je pense qu'avec ça va changer. Et puis, il y a l'engagement pris aussi sur la question d'une opération main propre. C'est sûr que si on veut être rigoureux, il y aura beaucoup de messieurs de son entourage qui seront concernés. Son directeur de cabinet, je parle du président, il est cité dans combien d'affaires? Il faut qu'on soit clair. Toutes ces personnes-là doivent répondre pour montrer qu'elles ont patte blanche ou bien qu'il y a problème et situer ses responsabilités et puis on va avancer. Sinon, parce c'est comme un genre de gangrène. Si on n'a pas le courage d'amputer, on va pourrir jusqu'à la tête et on ne pourra pas nous sauver. Je crois que ça, il faut être courageux. Le président de Faso a fait un discours, je pense que ça a pesé. Mais derrière, ça a donné beaucoup d'espoir et pour beaucoup de Burkinabés se sont dit, je pense que là, on a entendu ce qu'on voulait depuis fort longtemps. Mais le problème n'est pas les promesses. Le problème, c'est les actes qui suivent les promesses. Je crois que c'est là où on est aujourd'hui. Et on est à un virage qui, pour moi, est très délicat. Si le virage est mal démoussé, ça ne sera pas bon pour nous. Parce que c'est une autre chance qu'on s'est donnée. D'être plus rigoureux. Jamais, je dis jamais depuis que Roch Kaboré est arrivé en tant que président, jamais, je pense qu'il y a eu des marches pour dire qu'il faudrait que le président démissionne. On en est arrivé à ça. Les gens peuvent parler de manipulation et tout. Il y a le calcul politicien et tout. Mais moi, je pense que nous sommes des journalistes. On a eu à faire des reportages dans des zones même reculées du Burkina Faso, où il y a eu aussi ce type de manifestation, où vous entendez des vieux, des vieilles, pas demander forcément que le président parte, mais demander des résultats. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et ça, il faut revenir à mettre au centre la préoccupation du Burkinabé. C'est qu'il ait l'impression que les choses sont en train de changer et que ça bouge. Et que dans la souffrance des Burkinabés, il n'y ait pas des gens qui soient en train de se renflouer les poches parce que ce n'est pas normal et qui viennent narguer avec des discours des gens faites ce que vous voulez, ça va pas changer. Mieux qu'on ait l'impression que dans cette souffrance-là, il y a des intouchables, il y a des gens qui peuvent continuer de faire ce qu'ils veulent avec les deniers publics. Il y a un message à envoyer aujourd'hui. Je crois que ça, c'est la responsabilité du président du Faso. D'accord. Alors, depuis hier soir, le rapport est sur la table du chef de l'État. Il faudra parler un peu du calibrage, du timing, de la prise de décision pour ce qui concerne les sanctions. Mais là également, il y a comme un dilemme. Aller très vite pour donner justement la leçon, mais être assez prudent pour ne pas aller vers des décisions précipitées. Parce que par le passé, il y a eu des décisions qui ont été prises et après on se rend compte que le chef qui a été indexé, des éléments ont été donnés et qui n'étaient pas forcément avérés. Est-ce qu'on n'est pas dans ce calcul également? Non, là, en son temps, on était tombé sous le coup de la manipulation. Et donc, c'est l'émotion qui a pris le pas. Alors ici, il y a à moins que les enquêteurs aient manipulé le contenu du rapport pour plonger à tort ou à raison un individu. Parce que ici, le rapport, il est purement administratif. On regarde la chaîne de commandement. D'abord, qui est responsable du cas, de quelle logistique et à quel niveau de votre responsabilité est-ce que vous pouvez être engagé ou pas. Deuxième niveau d'appréciation, est-ce que vous avez reçu à telle date un document demandant ci ou ça? Oui. Qu'est-ce que vous en avez fait? L'avez-vous transmis à qui de droit ou bien c'est vous qui devez agir? Oui, c'est moi qui devais agir moi-même. Est-ce que vous avez bougé ou pas? C'est aussi clair que ça. Quand la demande par rapport à la nourriture est arrivée, c'est tombé sur la table de qui? Et qui devait activer pour que ça marche? Ensuite, pour les questions de relève, parce qu'ils devaient être relevés, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été relevés? 10 jours. C'est quand même beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème d'effectif? Ou bien c'est la zone qui est... Mais en ce moment, ces choses-là, naturellement, vont être sorties. Et les responsabilités sont faciles à déterminer par rapport à qui n'a pas bougé. C'est encore plus simple. Et dans une administration, une enquête administrative, d'un point de vue, ne peut pas durer. Parce que c'est une chaîne de commandement avec des acteurs qui sont là. Et on prend ce qu'il y est donné de voir par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux faits. Administrativement, qui répond, qui ne répond pas. Donc, c'est plus facile. Mais maintenant, s'il y a eu une manipulation du contenu du rapport
où des gens ont menti au rapporteur. Ça, c'est un autre niveau de débat. Mais même si vous avez menti au rapporteur et qu'on plonge des gens de façon indue, ces choses-là aussi peuvent se savoir. Que le rapport le contenu a été soit manipulé à dessein par les enquêtés, ou des gens ont menti pour pouvoir se couvrir ou plonger, comme on appelle ça, leurs camarades. J'ai dit bien là, ça va être la conséquence de la manipulation. Donc ce n'est pas dire que c'est une décision précipitée, non. Parce que le rapport, il est produit sur la base des faits. Et en fonction de ce que la loi a prévu comme disposition, c'est ce qu'on prend. S'il y a des gens qui sont, sur le plan administratif, responsables, ils doivent être relevés de leur poste, ou bien qui doivent passer en conseil de discipline, parce que le mécanisme également existe au sein de nos forces de défense et de sécurité, qui doivent passer en conseil de discipline. Et le conseil de discipline, au regard de la gravité des faits, se prononce et prend la sanction qui est effectivement prévue en fonction de ce qui est donné de voir comme manquement. Est-ce que la relève va suffire? Est-ce qu'il faut rétrograder? Est-ce qu'il faut radier? Ces questions-là sont prévues par le conseil de discipline. Maintenant, si vous devez également être entendu au pénal, parce que ça engage également des sanctions pénales, vous allez partir au pénal. Donc, si c'est pour des questions de délit ou de crime en fonction de la gravité des faits, oui, mais en attendant, il y a une procédure administrative qui doit aboutir à des sanctions purement administratives qui n'ont rien à voir avec les sanctions pénales. Mais nous, dans notre tradition de faire, j'ai dit bien, depuis l'époque de la Révolution jusqu'à maintenant, avant même le 4 août 83, le 15 octobre 87, il y a eu tout ce qui s'est passé. Je parlais de l'assassinat de Nézien Badembié ici lors du 39e anniversaire. J'en avais fait effectivement un avant-propos. Mais depuis ça, jusqu'au 15 octobre 87, et après tout ce qui s'est passé, j'ai dit bien sûr, le plan administratif, il n'y a pas eu de sanctions. Qu'on nous fasse croire que des éléments indisciplinés se sont levés, aller tirer sur un président, et puis quelqu'un vient s'asseoir et puis ne prononce pas de sanctions. Président de la République. Je n'ai jamais vu ça. On passe à autre chose. Et après, des éléments récupèrent quelqu'un, un civil qu'on part traiter dans une garnison, dans une enceinte militaire, jusqu'à mort, et que quelqu'un se retrouve le dos cramé, il n'y a pas eu de sanctions administratives. Et on passe, et ainsi de suite, jusqu'au coup d'État de septembre 2015, il n'y a pas eu de sanctions administratives. J'ai dit bien, des chefs ont sanctionné administrativement leurs éléments qui se sont retrouvés sur les théâtres de certaines opérations pour faire des braquages, par exemple. Mais il y en a qui ont été sanctionnés, qui ont été soit radiés ou rétrogradés, en tout cas, mais qui ont pris des sanctions administratives déjà. À travers le conseil de discipline, il y a des chefs qui sont aujourd'hui à la retraite, mais qui l'ont tenu avec les éléments qu'ils ont gérés. Mais j'ai dit, ces événements majeurs qui ont entaché la République, il n'y en a pas eu. Et on est resté dans ça jusqu'à présent. Naturellement, on dit l'habitude devient une nouvelle nature. Parce que ce n'est pas la vraie nature. Elle est fausse. Donc on a conjugué de fausseté en fausseté, fausseté en fausseté. Laisser faire en laisser faire, laisser faire en laisser faire. Impunité en impunité. Et puis on arrive jusque-là. Donc je me dis, c'est pourquoi j'ai dit, après l'attaque d'Inata, et après la sortie de ce rapport, c'est une autre façon de lutter contre le terrorisme. Et sur le plan administratif, les délits normalement devraient commencer à bouger. Sur le dispositif qui en sort le conseil de discipline est faible, maintenant qu'il faut le revoir, maintenant il faut le revoir aussi pour que ce soit conforme à ce qui est donné de voir. D'accord. On va changer de sujet, mais on reste dans la dynamique de réforme engagée par le chef de l'État pour lutter contre le terrorisme. Effectivement, par décret en date du 29 novembre dernier, le chef de l'État a injecté du sang neuf dans la chaîne de commandement de la gendarmerie nationale. Des jeunes officiers ont été promus à des postes de responsabilité. Alors, il faut dire que cela aussi faisait partie des doléances longtemps exprimées par les Burkinabés. Rajeunir la chaîne de commandement, mettre en avant ces jeunes-là qui s'étaient illustrés lors du coup d'État manqué. Aujourd'hui, c'est chose faite. Évidemment, c'est des noms qu'on voit. Quand on parle du lieutenant-colonel Ivra Sonda, je crois que ça résonne dans la tête de beaucoup, parce qu'on se rappelle que c'était des visages qui ont incarné aussi le front face au coup d'État dernier. Donc,
pour beaucoup, c'était ce symbole-là, cette âne qu'on avait vu, cette envie d'aller en découdre avec des personnes qui voulaient mettre en péril, on va dire comme ça, l'État. Donc, c'est face à cette situation-là qui se sont montrés assez courageux, et ça, c'est resté dans les esprits. Et pour beaucoup, dans toute guerre, il faut ce type de symbole-là. Et ça, quand on regardait notre armée, c'est ce qui manque. On a un terrorisme qui, dans son aspect fondamental, travaille à s'aimer la peur, et nous n'avons aucune bouée à laquelle s'accrocher. Comparaison n'est pas raison, on a vu ce qui est en train de se passer en Éthiopie. Le monsieur prix Nobel de la paix dit que lui, il va au front. Il a porté sa tenue, on a vu les vidéos. C'est le symbole. Et ça, pour ce qui est de notre armée, c'est des choses qu'on ne voit pas, c'est des choses qu'on ne sent pas. Et on s'est dit, et ça c'est dans l'imaginaire populaire, ceux qui nous ont marqué un moment difficile, pourquoi est-ce que ces personnes ne les ramènent pas? Pourquoi est-ce que ce ne sont pas ces personnes-là qui galvanisent parce qu'elles ont les rênes, et puis elles peuvent au moins contaminer par leur entrain et leur volonté? Je crois que c'est ce que la plupart des Burkinabés avaient demandé, et le président du Faso s'est fait fort de se plier à cela. Et j'ai parlé du lieutenant-colonel Evra, qui est donc désormais le commandant de la Légion spéciale de la gendarmerie. On a, je pense, d'autres noms. L'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie qui est maintenant sous le commandement du chef d'escadron François Zungrana. Il y a le groupe des transports aériens qui sera piloté par un autre, je pense, capitaine Clément Cabré. Bon, il y a des noms qui sont donc sortis. Je crois que c'est du sang neuf. Mais moi, derrière aussi, j'ai une autre question. Moi, je ne suis pas un puriste de ces questions militaires. Mais ce qu'on sait au moins, c'est qu'ils ne jouent pas chez eux avec la question d'ancienneté et de hiérarchie. Donc, qu'est-ce qui, pour ces personnes qui ont été, je vais dire, délogées comme ça, elles viendront travailler sous le commandement de ces jeunes-là? Comment? Mais qu'est-ce qui est prévu? C'est des messieurs qu'on mettra au garage? Ça, pour moi aussi, c'est une question qui mérite d'être posée. Sinon, on risque de créer aussi un problème dans le problème, parce qu'on sait comment ça fonctionne chez eux, de façon, comment on appelle, descendant, comment ils ne jouent pas avec les grades, certains nombres d'éléments. Je pense qu'ils vont mettre la forme sur eux qui maîtrisent ces choses-là. Mais en tout cas, ça a été appelé par nombre de Burkinabés, et je crois que c'est un bon point en termes de décision. D'accord. Alors, juge Bourma, c'est vrai que la décision aujourd'hui est appréciée par beaucoup de Burkinabés. D'ailleurs, beaucoup estiment que cela devait venir un peu plus tôt. Vous faites partie de ceux qui estiment qu'il n'est jamais tard pour bien faire? Oui, de mon point de vue, il n'est jamais tard pour bien faire, même si on estime que ça doit être fait en collaboration. D'autres l'avaient fait, donc on pouvait déjà avec eux. Voilà. C'est vrai que nous ne vivons pas en vase clos. C'est très difficile. Mais dans ce contexte, il vaut mieux tard que jamais. Là, effectivement, je partage l'avis de ces personnes-là. D'accord. Alors, juge va mis le doigt sur un aspect. Est-ce que ces hommes-là auront les coups de franche pour pouvoir aller et accomplir les missions aujourd'hui qu'on leur confie, quand on connaît un peu la configuration de l'armée et aussi ce qu'on a en termes de relations entre gradés et ceux qui sont moins gradés? Oui, justement. En fait, c'était ça le nœud gordien. Parce que après, même les choses, au niveau de la transition, les lignes ont commencé à bouger, surtout à partir du coup d'État de septembre 2015, lorsque les boss, effectivement, ont commencé à dire non à la hiérarchie d'abord et à affronter courageusement les putschistes. C'était déjà ça, le premier pas. Mais après, il y a un gouvernement légal qui est venu. Et comment est-ce que il gouverne avec ces nouveaux éléments qui, en termes d'ancienneté, en termes de grade, ne valent pas certains. Je pense que le plus gradé des lots, les plus gradés des lots sont les lieutenants-colonels. Dans le lot, est-ce qu'il y a même un colonel pour le moment? Peut-être qu'il y en a, mais pas beaucoup. Mais les plus gradés, c'est les lieutenants-colonels. Et puis, c'est des grades qui sont venus après. Ceux qui ont croisé le cuir en son temps, c'était beaucoup plus des capitaines. Et c'est après, certains sont passés à commandants. Aujourd'hui, il y en a qui sont comment on appelle ça, des lieutenants-colonels. C'est des grades qui sont même venus après. Donc, la réalité aussi, c'est cette situation. Et il y avait aussi le renforcement de leurs capacités. Et parmi ceux qui ont été promus, il y a deux que je connais qui sont entrés de l'école de guerre. Evrard Sonda
l'ancien patron maintenant de l'USIGN, parce qu'il a changé de poste. Il y a aussi Guibou, qui ont fait l'école de guerre, et d'autres, je parle de ceux que je suis que réellement ils sont en entrée de formation. Donc la réalité aussi, elle est là. Donc il y avait à être aguerri, il y avait aussi à monter en grade. Parce que il y a ces réalités-là, qui sont des réalités de terrain, et ce n'est pas aussi évident. Et surtout pour avoir eu le courage de défier la hiérarchie et de revenir auprès des populations pour faire ce qui s'est passé. Il y en a qui ont essuyé des foudres également dans les garnisons. Donc ce n'était pas déjà facile à gérer. Donc la question, elle est très délicate. Si vous la cernez mal, ça peut créer effectivement des problèmes. Donc ceux qui ont été, ce qu'on a vu nommer, les 10, sont des jeunes pour la plupart. Donc avec également une nouvelle façon de faire et également une réalité à prendre en compte. La dernière fois, M. Lona Chalo Ouattara était là, mais après son départ, certains spécialistes du domaine estiment que ce que le vieux entre-griffes, c'est comme ça il appelle, ce qu'il a dit c'est vrai, mais c'est des débats de classe, c'est des débats d'école qui pour eux, par rapport au terrain aujourd'hui, c'est dépassé. Par rapport à l'organisation, vous avez une guerre classique avec ses normes et avec ses, comment on appelle ça, avec ses standards de lutte et de combat. Là, vous avez une guerre asymétrique. Vous ne savez pas qui va venir, qui ne va pas venir. Ce n'est pas une rébellion qui a commencé dans telle localité et que vous irez combattre, comme dans certains pays. Ce qui fait que ça change toute la donne. Et c'est des réalités à intégrer dans le matériel, dans la façon de faire et dans le dispositif, dans toute la stratégie. Avons-nous réellement une stratégie de lutte antiterroriste? On a assis la politique nationale, donc sur le plan sécuritaire, défense, mais sur le plan de la stratégie de la lutte contre le terrorisme et la communication propagande, je dis bien propagande qui va avec. Ça, reste à savoir. Parce qu'il y a la communication également qui est un pan important dans la mobilisation de l'effort de guerre, dans la mobilisation de l'opinion, dans la mobilisation de tout ce qu'il y a comme ressources à aller et dans la fabrication des symboles. Dans notre affaire, qui est le visage de la lutte contre le terrorisme au Burkina? Qui est le symbole de la lutte contre le terrorisme au Burkina? Qui est le héros de cette lutte-là? On n'en a pas. Pourtant, ces héros-là existent. Ces hommes-là de valeur au front existent, qui ont parfois donné du fil à retordre à, comment on appelle ça, une équipe de terroristes puissamment armés. Ces hommes-là, ils sont là, mais on ne parle pas d'eux. Certains vous parleront de Ladji Yoro. Oui, Ladji Yoro. Mais dans les rangs de l'armée aussi, il y en a. Ladji Yoro qui a fait que Titao, je dis bien, a tenu. Titao a tenu grâce à ce monsieur-là. Mais je dis bien, toute la communication pour le mettre mieux en lumière et créer des émules, il n'y en a pas. À Koumbri, il y avait un. À Koumbri, il y avait un qui était à un moment donné seul face aux hommes. Entouré, il a perdu toutes ses balles, entouré par les terroristes, et finalement qui ont réussi à l'avoir. Mais comment est-ce qu'il a été tué? C'est difficile à voir. Mais comment on appelle ça? À côté de Ladji Yoro, il y a également, je dis bien, des forces de défense et de sécurité, des hommes valeureux au front. Mais nous, notre système de communication, on n'arrive pas à créer des émules. Et c'est en ce moment-là que nous pêchons aussi. Alors que créer des émules à partir de ces héros sert de stimulant et de, comment on appelle ça, de viatique et d'encouragement. Mais je dis bien, on ne les a pas. Pour le moment, ce n'est pas fait. On est parti du principe que c'est la grande muette. Oui, mais en temps de guerre, la communication est un outil puissant. Et les champions de la propagande, d'ailleurs, s'en sortent mieux parce que la communication politique ne peut pas aussi aller sans un minimum de populisme et de propagande. Ce n'est pas possible. D'accord. Alors, au niveau de la gendarmerie, on a franchi un nouveau palier. Pour beaucoup, cette cure de rajeunissement doit également s'étendre aux autres corps qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce également votre avis? Tout cela en tenant compte justement de la méritocratie? Oui, mais
c'est clair que si vous le faites seulement dans un corps, vous n'aurez pas les résultats escomptés, parce que c'est une synergie de méthodes et de forces qui répondent de leur spécificité, qui donnent à la fin des résultats probants. Donc il faut le faire pour tous les autres. Quand vous écoutez les réactions, on attend cela de l'armée des terres, de l'air et tout. Donc il ne faut pas s'arrêter là. C'est vraiment c'est vraiment le message qu'on entend un peu partout, parce que ça a été appelé, je pense, de tous les vœux. Maintenant, quand vous regardez, c'est quoi? Le président parlait depuis, et même avant Inata, après Solane, il a parlé de revoir la stratégie et un certain nombre d'éléments. Mais je pense qu'une nouvelle stratégie, et puis peut-être une nouvelle direction, ne peut être portée que par de nouveaux hommes. Parce que depuis, on est toujours dans la même méthode où on a l'impression que ce qu'on apprend, c'est que les années, ils inquiètent des populations, ils leur donnent le message de partir, et puis on a de nouveaux déplacés internes. On doit être dans une dynamique de reconquête. On a des grands axes qui vont jusqu'à des frontières, qui sont aujourd'hui, on ne sait même pas si c'est miné ou quoi, mais c'est difficile, c'est même plus la peine c'est pas la peine de penser à pouvoir s'aventurer là-bas. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va rester sur nos bases et à chaque fois replier jusqu'à quand? L'offensive, comment on la sent? C'est ça la grande question aujourd'hui. Il faut des gens qui aient envie d'inverser cette tendance-là. Je crois et j'espère qu'avec ces jeunes-là, parce qu'aujourd'hui, ils portent tous les espoirs d'un peuple qui a appelé à ce que ces changements-là se fassent, qu'ils sauront porter ça sur leurs épaules. Ils sont jeunes et on espère qu'on aura ces résultats probants-là, qu'on ne continuera pas à reculer et que maintenant, on entendra parler d'axes qui commencent à être fréquentés, qui commencent à être empruntés et de déplacés internes qui petit à petit commencent à regagner chez eux. Je crois que c'est cette dynamique-là qu'on veut. Merci, monsieur le juge. Rajeunissement de la chaîne de commandement de la gendarmerie nationale et remise du rapport de l'enquête administrative sur le drame d'Inata. Voici les deux sujets qui avaient été retenus pour la présente convocation. C'est ici qu'on va mettre un point final, en tout cas à la présente émission. Dire merci à monsieur le juge pour, en tout cas, ces clés de lecture. On se donne rendez-vous demain pour la même mission. Poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et Watt FM.